Bonjour à tous et à toutes. Sachez que dans un premier temps, je suis super flattée d'être ici aujourd'hui puis d'avoir reçu cette invitation-là de la FQPPU parce qu'évidemment, mon bagage n'est certainement pas aussi imposant que ceux qui ont parlé au cours, que les autres qui ont parlé au cours des 2 derniers jours. Puis pour moi, ça a été tout un casse-tête un peu de voir qu'est-ce que je pourrais amener, dans le fond, dans cette présentation-là. Évidemment, j'en suis un peu arrivée à la conclusion que je ne pourrais pas tant contribuer à l'aspect gouvernance des universités parce qu'évidemment, mon expertise en termes de gouvernance, ça serait plus au niveau collégial. Puis je me serais sentie un peu imposteur là, d'essayer de rafistoler une position rapidement. Donc, j'ai décidé de me tourner davantage dans l'idée de la conception des universités. Donc, l'université pour qui, l'université pourquoi, comme le nommait Lynn Sauvageau. Je me suis dit un peu dans le fond que pour moi, c'était comme une occasion de vivre un peu un laboratoire de réflexion sur cette question-là par rapport à moi-même puis avec les gens qui m'entourent. Donc, ça va aller comme suit. Je vais un peu faire une présentation de mon parcours parce qu'évidemment, comme c'est réflectif, il faut que je sois transparente là, pour que vous ayez une idée de ce que je dis, bien, ça sort d'où. Alors, j'ai fait un DEC en histoire et civilisation au Collège de Rosemont, puis je me suis impliquée dans l'association étudiante lors de la campagne contre la hausse des frais de scolarité. Et je me suis inscrite à l'université à 4 reprises avant de finalement y entrer. Une première fois, en ayant terminé mon DEC, je me suis inscrite en sociologie parce que j'étais tannée de l'histoire. Ensuite, quand j'ai eu terminé après la campagne contre la hausse des frais de scolarité, sachant pas si j'allais être élue comme présidente ou pas, je me suis inscrite en études internationales parce que je voulais un programme multidisciplinaire. Finalement, l'année suivante, sachant pas si j'allais faire une seconde année à la FEC et passionnée par la politique parce que c'était la période du sommet, j'ai décidé de m'inscrire en communication et politique à l'UDM aussi. Et finalement, en terminant ma seconde année à la FEC, là, j'étais tannée de la politique, puis je me disais, non, c'est bien, tu sais, avoir une vie plus tranquille. Alors, je voulais devenir prof d'histoire au secondaire, mais sans faire le bac en enseignement. Alors, je suis retournée à mes origines pour en m'inscrivant au bac en histoire. À aucun de ces moments-là, je me suis dit, moi, dans la vie, je veux faire une maîtrise. Puis je pense, en ce sens, être pas étrangère à plusieurs autres étudiants qui ont fait un DEC en préuniversitaire et qui se dirigent vers un domaine des sciences humaines. Finalement, après une année en histoire, je me suis dit, ça ne sert à rien. Je ne veux plus devenir prof au secondaire. Donc, ça ne me sert à rien de faire 3 ans dans un domaine si je ne veux pas faire de maîtrise en histoire. Donc, j'ai décidé de faire un bac par cumul parce que je me suis dit, j'ai d'autres compétences, connaissances que j'aimerais activer, que j'aimerais pousser plus loin avec des gens compétents dans ces domaines-là, les raisons pour lesquelles j'ai décidé de faire 2 certificats par la suite. Donc voilà, j'espère que ça aura aidé à comprendre un peu le cheminement qui va suivre de ma réflexion. Les questions que je me suis posées depuis qu'on m'a demandé de participer, mais que je me pose depuis que je suis rentrée à l'université, peut-être même avant, c'est qu'est-ce que je fais ici? C'est quoi être une bonne étudiante? Pourquoi l'université ne ressemble pas à ce à quoi je m'attendais? Pourquoi faire un bac dans une matière, comme je l'ai dit, dans un domaine des sciences humaines, si ce n'est pas pour faire une maîtrise dans ce domaine-là? Pourquoi le taux de décrochage au niveau universitaire est aussi élevé? Si je paye pour mes études, pourquoi je ne devrais pas pouvoir décider de ce que je souhaite en retirer? Pourquoi j'ai trouvé mon expérience au certificat en coopération internationale plus enrichissante que les cours que j'avais eus en histoire? Est-ce qu'on peut parler d'une démocratisation de l'université quand on est dans un auditorium de 150 étudiants, donc où l'accès à l'enseignant est très limité, où on peut simplement parler d'une massification? Est-ce qu'on peut penser à la fois à l'avenir et penser au présent quand on est étudiant? Donc, un peu comme je fais en ce moment en me disant, si je veux faire une maîtrise éventuellement, ça va être plus compliqué, mais j'ai décidé de penser au présent avant de penser à l'avenir. Comment concilier de travailler puis d'étudier en même temps? Puis comment est-ce que les profs perçoivent ça, que les étudiants travaillent et étudient en même temps?
Donc voilà, le genre de questions que je me posais. Au départ, je ne savais pas du tout quel angle de vue j'allais prendre, pour les raisons que je vous ai exprimées plus tôt. Finalement, j'ai écouté les capsules du documentaire et les capsules de la FQPPU et le documentaire qui avait été produit en 2008, avec entre autres Guy Rocher qui intervient. Puis, ce que j'en ai retenu, c'est que les professeurs ont de moins en moins de temps à consacrer à l'enseignement en classe, puisqu'ils se consacrent de plus en plus à la recherche, puis à la recherche de subventions pour financer leur recherche. Ils se considèrent de moins en moins responsables, ça, ce n'est pas mes mots à moi, c'est les mots des profs eux-mêmes dans le documentaire ou de Guy Rocher. Ils se considèrent de moins en moins responsables de former des meilleurs hommes et femmes pour la cité. Les universités sont de plus en plus des entreprises, puis les étudiants de plus en plus des clients. Bref, le premier cycle vit une espèce de crise. Là, je me suis dit, ceci explique peut-être cela. Donc, je me suis dit, je vais aller valider cette impression-là, partagée par moi puis par ceux qui avaient intervenu dans ce court-métrage, auprès d'autres étudiants puis de lectures que je voulais refaire. Je tiens à noter que ma démarche n'a rien de scientifique. C'est un point de vue très personnel, embryonnaire, une réflexion qui s'amorce. J'ai vu ça comme une opportunité justement de réfléchir. Puis, je n'ai pas de grande solution numéro 1 à proposer. J'espère que simplement ça pourra en inspirer certains d'entre vous, puis que vous ne serez pas froissés par les commentaires qui viendront, ou peut-être que vous le serez. Ça me fera plaisir d'en discuter avec vous. J'ai décidé de retourner à un texte que j'avais lu dans un cours qui s'appelait « Éducation et développement », où on a eu à analyser une section du rapport Delors, produit à la fin des années 80, qui est un texte qui a quand même inspiré énormément la communauté internationale, plusieurs pays dans le monde, dans l'élaboration de leurs programmes. Le rapport Delors dit que l'éducation doit contribuer au développement humain, à la compréhension mutuelle entre les peuples et au renouveau de la démocratie. Elle a pour mission de permettre à tous, sans exception, de faire fructifier tous leurs talents et toute leur potentialité de création, ce qui implique pour chacun la capacité de se prendre en charge et de réaliser son projet personnel. Mais moi, ce qui m'a touché le plus dans le rapport Delors, c'est l'aspect d'éducation tout au long de la vie, donc comme outil de construction de la personne. Donc, l'éducation serait en quelque sorte tenue à la fois de fournir les cartes d'un monde complexe et perpétuellement agité et la boussole permettant d'y naviguer. Avec l'éducation tout au long de la vie, vient 4 piliers qu'on pourrait se dire s'appliquent seulement au niveau primaire, secondaire, un peu collégial, mais moi, je pense que ces 4 piliers-là, on devrait les retrouver dans la formation universitaire de premier cycle. Ce sont apprendre à se connaître à travers une méthode déductive et apprendre à connaître, pardon, à travers une méthode déductive et inductive, apprendre à faire quelque chose, apprendre à vivre ensemble et apprendre à vivre avec les autres, et finalement, apprendre à être. Ça peut sembler un peu utopiste, mais moi, je l'ai vécu dans ma dernière année dans le certificat en coopération internationale. On les retrouvait, ces 4 éléments-là. Les universités comme telles, elles ont des contributions multiples, donc on les a nommées précédemment dans les 2 derniers jours, tout à l'heure, puis j'y reviendrai pas. On a aussi des exigences communes dans les universités puis au sein de la société, l'avancement du savoir, répondre à des exigences de qualification sur le marché du travail qui sont de plus en plus importantes. C'est un outil de coopération et de développement international, puis elle permet d'étancher la soif de savoir des individus. Donc, outre sa tâche consistant à préparer un grand nombre de jeunes, soit à la recherche, soit à des emplois qualifiés, l'université doit demeurer la source capable d'étancher la soif de savoir de ceux toujours plus nombreux, qui trouvent dans leur propre curiosité les moyens de donner un sens à leur vie. J'ai aussi décidé de revenir à un ouvrage que j'avais lu lors de la campagne contre la hausse des frais de scolarité, qui est Université Inc. Je ne dirais pas que je suis d'accord avec tout le contenu, mais j'avais quand même envie de revenir à un élément qui est mentionné dans l'introduction, parce que parfois, ça vaut la peine de se tourner vers un regard très critique pour ensuite avoir un regard plus nuancé puis porteur de fruits pour l'avenir. Donc, l'introduction énonce en grande partie le mythe de l'économie du savoir.
Donc, la raison principale des complications qu'on peut connaître tient à l'adhésion de l'élite économique à un nouveau mythe, celui de l'économie du savoir. Ce mythe veut que la nouvelle façon de faire des profits implique de consacrer le plus de fonds possible au financement de la recherche et du développement, entre autres pour créer des innovations techniques brevetables que l'on pourra par la suite faire fructifier en bourse. Curieusement, dans l'économie du savoir, l'enseignement devient beaucoup moins important que la recherche, etc. Donc, les gens vont payer plus pour, en bout de ligne, avoir pas tant une amélioration de la qualité de leur enseignement dans leur classe. Et donc, il y aurait un détournement de la mission des universités. Finalement, pour conclure sur cette partie-là de la présentation, je suis aussi retournée dans certains documents du Sommet sur l'enseignement supérieur. Puis, il y a une citation que j'ai retenue de Pierre Noreau, qui était l'observateur de la rencontre sur la gouvernance et le financement des universités. Ce qu'il en disait, c'est qu'au-delà des aspects techniques entourant les questions de gestion et d'argent, je me suis souvent interrogée sur l'importance de ramener le débat sur une autre base, c'est-à-dire sur le contrat implicite qui relie les professeurs, les étudiants et la société. Ne pouvant pas reconstruire à partir de ces fondements sûrs toutes les dimensions de vie universitaire, formation, recherche, service à la société. J'ai l'impression que souvent, on l'oublie quand on parle de gouvernance puis de financement, dans ce cas-là, des universités. Donc, voilà, ce serait un aspect de qu'est-ce que, en termes de, mettons, conceptualisation de l'université, ce que moi, j'ai fait ressurgir dans les dernières semaines. Mais comme je l'ai dit, j'ai aussi décidé de solliciter des jeunes autour de moi qui ont récemment terminé un premier cycle ou qui sont en train de faire leur premier cycle. Certains d'entre eux viennent tout juste de finir leur première année. En tout, j'ai fait ça la semaine dernière. J'ai été assez surprise quand même du nombre de personnes qui ont bien voulu me répondre. En tout, ils étaient plus d'une vingtaine. La majorité des étudiants de l'UDM, quelques-uns de l'UQAM ici, une du HEC, une de la Polytechnique, une de l'Université de Sherbrooke. Donc, bref, pas tant de gens du milieu de la santé. Donc, je vais vous donner quelques-unes de leurs réponses, puis c'est là la partie où vous en ferez bien ce que vous voudrez. Si ça vous choque, ça vous choque. Si ça vous amène à vous questionner, tant mieux. Donc, la première question que je leur demandais, c'est pourquoi est-ce que tu as décidé de t'inscrire à l'université? Quelle réflexion a mené ton choix de programme? Les réponses qui revenaient le plus souvent, c'était parce que c'est la chose à faire, parce que je ne me suis jamais imaginé qu'il y avait d'autres options que d'aller à l'université, pour des raisons professionnelles, par curiosité, pour être une meilleure personne, un citoyen plus critique. Donc, en exemple, depuis l'enfance, le chemin à parcourir était école, secondaire, cégep, université, et je voulais me réaliser professionnellement. J'aime l'école, j'ai toujours aimé apprendre et me retrouver dans un environnement stimulant pour le faire. Ça a donc toujours été clair pour moi que j'irais à l'université. Ceci étant dit, j'ai également décidé de faire des études universitaires car aujourd'hui, un diplôme est nécessaire pour accéder au marché du travail et je me suis inscrite en communication pour continuer à apprendre sur ce domaine et me former comme professionnelle. La deuxième question que je posais, c'est si tu retournes dans tes souvenirs, avant de commencer l'université, comment est-ce que tu imaginais l'université? Que pensais-tu y accomplir? Est-ce que cette image que tu avais était rapprochée de ce que tu as réellement vécu? Puis là, les réponses, je pense que c'est cette question-là dont les réponses sont les plus intéressantes. Certains vont dire que ce serait comme au cégep, parce que leur expérience collégiale a tellement été formatrice, tellement stimulante, ils ont rencontré des profs avec qui ils ont eu des tellement belles relations qu'ils se disent, bien, nécessairement, je vais rentrer à l'université, puis ça va être à peu près la même affaire. Pour ceux-là, la déception était quand même assez flagrante là, une fois qu'ils ont commencé leur parcours. Certains vont dire que ce serait très différent du cégep, donc plus hiérarchique, plus sérieux, plus anonyme dans les rapports aussi entre les gens. D'autres, que ce serait le monde merveilleux de l'inclusion sociale et de l'intellectualisme, de l'échange entre collègues. Donc, il y en a certains qui étaient naïfs, d'autres positifs, satisfaits, déçus et ambigus. Le temps avance, mais j'ai quand même envie de vous en lire quelques réponses. J'imaginais l'université inaccessible, étant donné que je n'avais jamais... Ah oui, ça, c'est intéressant. Que je n'avais jamais terminé mon secondaire. J'avais en tête un endroit où plein de gens passionnés, étudiants et professeurs, discuteraient de sujets qui changeraient le monde. C'est parfois le cas lorsqu'on est chanceux, mais souvent, c'est plus une usine à notes.
après mon expérience collégiale vraiment intense et mes relations créées avec mes professeurs, j'imaginais vraiment que l'université allait continuer dans cette approche de relation professeur-étudiant. Malheureusement, rien n'est comparable à l'université. Ça, c'est un étudiant qui a fait sa technique en architecture puis qui est ici en urbanisme, je pense, à l'UQAM. La troisième question était, qu'est-ce que tu as le plus apprécié ou que tu apprécies le plus de ton expérience au premier cycle? Donc là, il y avait toutes sortes de réponses, la qualité des professeurs, les collègues que tu côtoies, les gens que tu rencontres, à la fin de ton bac, quand tu te sens en confiance de tes moyens. Donc voilà, souvent, c'est plus revenu le fait que l'université est un milieu où on peut apprendre, où on a accès à d'autres formules d'enseignement que celles qu'on a en classe. Est-ce que ça commence à vous ennuyer, les questions, ou ça va? OK, parce que j'achève. Qu'est-ce qui vous a le plus dérangé, par exemple, au niveau administratif, dans les relations avec les profs, avec les étudiants? Ce qui les a dérangés souvent, c'était avoir l'impression d'étudier pour obtenir un bout de papier, c'est tout, sans pouvoir en retirer le maximum. Pour les professeurs, le manque d'engagement, c'est revenu beaucoup de temps investi dans les cours, puis après les cours, le regard critique sur la matière qui était enseignée. En classe, le manque d'espace pour échanger, le manque de construction dans une pédagogie plus participative, le manque d'échange, le manque d'occasion de réfléchir et de débattre. Par l'administration, c'était le sentiment d'être un numéro, d'avoir des communications difficiles. Et finalement, entre les étudiants, il y avait aussi une déception dans le sens où on s'attendait à ce que les gens soient solidaires, qu'il y ait une belle camaraderie. Finalement, il y avait moins ça que ce qu'on s'attendait. Et est-ce que tu as senti que tu t'étais assez impliqué est-ce que tu as senti que tu étais impliqué dans ta démarche d'apprentissage? Donc, certains disaient oui, complètement. Souvent, il y a eu des non, pas tout à fait, pour les raisons énoncées plus haut, donc pas tant d'espace d'échange dans la classe. Et finalement, est-ce que tu pourrais me résumer la conception du rôle des universités, spécifiquement au premier cycle, dans la société québécoise? Là, je dirais que c'est assez en concordance avec ce que j'ai pu présenter plus haut. Donc, c'est un endroit où on propage du haut savoir, où on se forme en tant qu'employé qualifié, où on contribue au développement de citoyens ayant un esprit critique. C'est un lieu qui permet de créer un pont entre le savoir, la vie professionnelle et la société. Mais le baccalauréat, ça c'était une des réponses, ce n'était pas une fin en soi, mais plutôt une étape, soit vers le marché professionnel, soit vers la maîtrise. Donc, en conclusion, puis après ça, j'aurai quelques pistes de solutions. Pour moi, ce que j'ai ressenti des discussions que j'ai pu avoir, ou en lisant sur la question, ou en me tournant vers ma propre expérience, c'est que la confusion règne entre les aspirations, les besoins, puis les intérêts, d'une part, des étudiants, qui, avant de commencer l'université, ou même tout au long de leur cheminement, ne savent pas tout à fait ce qu'ils viennent chercher là, ont une soif de savoir, mais pas nécessairement dans le but de maîtriser une discipline ou de devenir un génie dans le domaine qui veulent approfondir un petit peu plus. Il y a toujours cette épée de Damoclès-là de « il te faut au moins un bac d'envie pour pouvoir faire quelque chose ». Mais quelque chose qui t'intéresse, donc pas nécessairement juste de faire plus d'argent. Puis, il y a une tendance clientéliste aussi de la part des étudiants qui vont choisir les cours où ils vont assister plus, qui sont très critiques de leurs enseignants, qui veulent avoir des bonnes notes, puis ils vont penser que si on a des mauvaises notes, ben, c'est de la faute au prof puis pas de la leur. Donc, il y a une confusion entre eux, une confusion entre les professeurs et le personnel enseignant. Puis là, je ne veux pas mettre de mots dans votre bouche, mais donc on va y aller de perception. Donc, de cet impératif de recherche-là, de temps qui est consacré à la recherche. Évidemment, les enseignants, vous le vivez vous-même, les profs, vous êtes éloignés de ceux à qui vous enseignez, juste par la distance en âge. Puis je pense qu'il y a quand même une aspiration intellectuelle qui n'est pas nécessairement concordante aux aspirations des étudiants qui sont dans la classe. Puis finalement, une confusion avec l'administration, puis les gouvernants de l'université qui, évidemment, on l'a vu dans les 2 derniers jours, sont en recherche de financement,
ont une pression de plus en plus grande en termes de reddition de comptes, puis ont une approche plus entrepreneuriale. Donc, pour ce qui est des pistes de solutions, moi, je pense qu'il serait nécessaire de rétablir un espèce de contrat moral ou d'avoir une réflexion sur, ouais, c'est un contrat entre l'institution universitaire et la société qui prend en compte ça, donc la volonté, l'aspiration à la curiosité, à avoir des connaissances professionnelles, puis à, dans certains cas, contribuer à l'avancement du savoir, de permettre un dialogue plus systématique et systémique entre l'administration, les étudiants, les professeurs, de mieux préparer les étudiants à leur arrivée à l'université et éventuellement d'intégrer les 4 piliers du rapport Delors. Donc, merci de votre attention.